Donc, on est dans une situation où vous avez des pontes du régime qui pensent que l'État est en dessous du parti. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Certains locuteurs ont souvent parlé de parti-État, comme pour dire qu'au sein du régime, on assimile l'État du Cameroun à une propriété du régime. Et lorsqu'on voit donc des faits comme ceux-là, où un ministre sans honte but, sans aucune retenue, pour l'image qu'il renvoie aux yeux du peuple camerounais, peut se permettre de se déplacer au sein de l'Assemblée nationale, installer un chef traditionnel. Je dis bien, il n'installe pas. C'était pas une cérémonie concernant l'action législative. Il s'agit d'une cérémonie privée d'installation d'un chef traditionnel. Je suis tout à fait d'accord qu'il aurait fallu que cette cérémonie se déplace ailleurs que dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mais je dis aussi, malheureusement, jusqu'à ce qu'il y ait avènement du changement au Cameroun, on va vivre de façon récurrente ce genre de situation. Alors, Maître Moustapha Ngouana, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à mes compagnonnistes, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'était un plaisir renouvelé de me retrouver sur le plateau. Alors, au-delà de la question de la désacralisation des institutions, certains y voient également une marque de, on va dire quoi, de manque de séparation ou bien de confusion entre le parti et l'État. Mais Duval, tout en faisant mienne les déclarations de mes prédécesseurs, j'ai envie de vous faire noter qu'il s'agit en réalité d'une question qui est beaucoup plus générale, parce que vous oubliez qu'il y a quelques jours, le secrétaire général président de la République a organisé des réunions du RDPC à la présidence de la République. Donc en réalité, la désacralisation, la banalisation des institutions est un modus operandi qui est propre à ceux qui nous gouvernent. La question est d'autant plus prégnante que c'est une situation qui est généralisée. Parce que il faut voir une chose, c'est que nos gouvernants ne savent même pas pourquoi ils sont à la tête de nos institutions. Donc ça dit que il faut que l'on le dise clairement, la présence de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui est même déjà en elle-même une désacralisation des institutions. C'est des gens qui n'ont qu'une conception purement alimentaire du pouvoir, une conception purement jouissive du pouvoir. Parce que vous êtes nommé ministre de la Santé, vous êtes incapable vous venez nous dire que on a un plateau technique qui est équivalent à celui de l'hôpital américain NEI, bien celui contre les États-Unis. Est-ce que vous trouvez que c'est des gens qui savent même pourquoi est-ce qu'ils ont été désignés? Je vous dis que le pouvoir est tellement désacralisé au Cameroun qu'il y a des messages subliminaux qui nous sont souvent envoyés même à l'occasion des élections au Cameroun, mais que j'ai le sentiment que nous ne décryptons pas. Lorsque vous voyez un pays avec les hommes qu'il a, un pays comme le Cameroun avec les hommes qu'il a, se retrouve en train d'avoir des candidats loufoques se retrouve en train d'avoir des candidats loufoques à la présidentielle. Vous vous rendez compte qu'un pays comme le Cameroun, un Jean Djenga est candidat à la présidentielle, un Sofone est candidat. En réalité, c'est un message qu'on nous envoie que les gens ne perçoivent pas. En fait, les gens nonobstant les incapacités qui sont les leurs, se rendent compte que mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'eau? Pourquoi je n'ai pas d'électricité? Pourquoi je n'ai pas de route? Pourquoi je n'ai pas d'hôpitaux? Mais si moi je suis président, même si je ne suis pas instruit, si je n'ai pas les outils nécessaires, je peux au moins apporter cela. Je peux apporter cela au Cameroun. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une insulte, par exemple, que nous retrouvons que ce type de personnes-là, des gens qui n'ont... Elles sont nombreuses, même en 2018, en 2025. Il y a des gens qui n'ont aucun passé professionnel, qui n'ont aucune histoire, mais qui se lèvent le matin, elles disent ces gens qu'elles veulent diriger le Cameroun. Le Cameroun est un pays dans lequel tout est aujourd'hui à la rue. Quand je vous dis que les gens n'ont qu'une conception alimentaire du pouvoir, comment est-ce que vous pouvez imaginer que il y a des gens qui ont bénéficié par des hautes instructions pendant 7 ans. Elles avaient l'occasion de nous démontrer ce de quoi elles sont capables, ces personnes-là. Mais pendant cette année, on leur a donné la canne, elles n'ont pas pu gérer. On leur a donné le Covid-Gate, on n'a pas pu gérer. Ce sont des scandales à n'en plus finir. Donc, et quand vous avez dans un pays comme celui-là, pourquoi est-ce que vous devez aujourd'hui vous offusquer de ce que on a désigné? Mais dans quelle mesure est-ce que vous parlez
de concessions alimentaires, s'agissant par exemple de cette intronisation entre griffes du président de l'Assemblée nationale. C'est quand même un haut commis d'État qui, depuis plusieurs décennies, travaille aux côtés du chef de l'État, qui est à la tête de l'hémicycle depuis plusieurs années également. Et donc, on ne peut pas le présenter comme quelqu'un qui est fin, pour dire ça de façon triviale. Monsieur Fangwa, il faut qu'on se le dise bien. Depuis que le Cameroun existe, on a combien de propositions de loi qui émanent de l'Assemblée nationale? Les gens inaugurent les chrysanthèmes. Ils désacralisent l'institution qui est la leur. Quel est le contrôle de l'action gouvernementale qui est mise sur pied par celui que vous dites être à l'Assemblée nationale depuis 50 ans? Est-ce que vous croyez qu'un pays comme le Cameroun mérite d'avoir ce type à la tête de l'Assemblée nationale? Sa seule présence même est une insulte pour la nation. Pourtant, il est bien élu par les députés qui eux aussi ont été élus par le peuple. Il est bien élu, vous le dites, par un système kakistocratique. C'est la kakistocratie. Il faut savoir, c'est la kakistocratie en ce que... C'est quoi ça, la kakistocratie? La kakistocratie, c'est le gouvernement des médiocres. C'est le gouvernement des médiocres, il faut qu'on se le dise. Donc, vous voyez, on vous présente parfois des parlementaires qui sont incapables d'aligner deux phrases correctes. Qu'est-ce que vous ne connaissez? Il y a une chose dans la kakistocratie, les médiocres ont la particularité de savoir se reconnaître. Ils savent se reconnaître et ils savent se protéger. C'est un peu comme c'est une espèce de mafia. C'est une espèce de mafia. Donc quand vous dites que c'est un haut commis de l'État, c'est un haut commis de l'État. Depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, quelles sont les actions qu'il a posées dont le peuple camerounais peut se revendiquer? Dans lequel on peut dire que oui, il a posé cette action-là pour que le Cameroun puisse avancer d'un iota. 50 à l'Assemblée nationale, même pas une seule proposition de loi. Et on dit qu'ils sont en train de travailler. J'ai dit que non, il faut bien que nous puissions nous le dire. Et ça traduit également, quand on parle ça traduit également la manifestation d'une certaine confiscation du pouvoir. En fait, les gens confondent le parti, ils confondent le RDPC avec l'État du Cameroun. Mais tout cela, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple camerounais. C'est uniquement pour les ors du pouvoir, pour les avantages qu'on tire à rester au pouvoir. Pendant cette année, vous avez eu les hautes instructions. Vous n'avez pas démontré aux Camerounais d'un iota que vous aviez les aptitudes pour pouvoir diriger. Comment vous expliquez qu'on avait une coupe d'affirmation qu'on devait organiser en 2019? Nous sommes en 2025. Vous avez organisé une task force. On est incapable d'avoir aucun stade déterminé à ce jour. Mais vous voulez encore remplir pour cette autre année. Donc j'ai dit que la seule présence de ces gens à la tête de nos institutions est déjà un acte de désacralisation à lui-même. Et ce n'est pas excessif, de le dire. Les Camerounais ont les problèmes les plus élémentaires. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de routes, on n'a pas d'école. Je vous ai dit ici, on cite parmi les 3000, il n'y a pas une université camerounaise parmi les 3000 premières universités au monde. Les 3000 premières universités au monde. Vous avez dit qu'on est ministre de l'enseignement supérieur qui est là depuis plus de 20 ans. À quoi il sert? Il inaugure les chrysanthèmes. Il est là parce que sa présence au sein des institutions lui donne l'occasion de pouvoir jouir du pouvoir uniquement. Donc ces gens, quand vous parlez de désacralisation, leur seule présence, je le dis, est une désacralisation des institutions. Alors, parlons de votre kakistocratie. Si on reste sur cette analyse-là, on peut avoir une autre interprétation, Maître Ngouana, à savoir que si ceux qui gouvernent sont des médiocres et que ils ont été choisis par un peuple, alors par déduction ou par réflexivité, non, comment ils appellent ça? Transitivité. Par transitivité. Le peuple qui l'a choisi est également un peuple médiocre. Il faut savoir également une chose, on dit très souvent que les peuples ont les dirigeants qui méritent. Mais dans le contexte camerounais, au-delà de cette assertion-là, il y a également que le système fonctionne le système est verrouillé. Les gens ne sont pas installés là parce que le peuple les a désignés. Les gens sont arrangés à mettre sur pied des systèmes d'accaparement du pouvoir qui fassent que la fraude électorale et autres, qu'ils organisent pour pouvoir gagner. Quand vous voyez par exemple, on vous dit peut-être que c'est un débat qui n'a plus court. Quand on vous dit par exemple que publie la liste électorale et les CAM, le RDPC, tout le monde se lève pour dire pour crier arrêt sur le baudet. Quand vous parlez de sacralisation, quand le ministre de l'administration territoriale convoque le directeur général de l'ECAM, alors que lui, il est militant du RDPC, il est représentant du RDPC dans la maison. Vous croyez que ce n'est pas un acte de désacralisation? Je vous dis que la désacralisation des institutions est généralisée au sein de ceux qui nous, au sein du pouvoir RDPC. Donc, il ne faut pas voir, ce n'est qu'un épiphénomène, ce n'est qu'une métastase de la situation. C'est une situation qui est généralisée. Donc, ceux qui nous gouvernent même déjà, leur présence à elle seule est un acte de désacralisation parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Alors, André Termeka, bonjour, bienvenue. Bonjour, je tiens à présenter mes excuses aux millions de téléspectateurs de droits de réponse.
je remplace là au point levé le grand frère Maître Biliga qui a été empêché. Alors, vous arrivez au moment où nous avons ouvert ce débat sur la question de la désacralisation des institutions. C'est la grande une du quotidien Le Messager. Désacralisation des institutions, la République des rois. Et là, ils font allusion à cette sortie de l'honorable Jean-Michel Nithieu qui dénonce l'intronisation du président de l'Assemblée nationale, Kawai Djibril, comme chef traditionnel depuis la Maison du Peuple. Et pour les intervenants sur ce plateau, effectivement, c'est une forme de désacralisation des institutions. Oui, je n'ai pas bien suivi cette actualité parce que je trouve cette actualité un peu mineure, puisque je me suis dit que nous sommes focalisés sur les élections présidentielles avec la candidature, le dépôt de la candidature de son Excellence le Président Paul Biya, le président le plus expérimenté au monde et le président qui a montré toutes ses preuves dans l'administration camerounaise et dans les autoroutes internationales. Je voudrais dire qu'il s'agit là d'une manipulation parce que ce n'était pas une intronisation, c'était une remise de titres de chef de premier degré et je crois que cela s'est fait à la salle des banquets de l'Assemblée nationale. Donc pour moi c'est un épiphénomène. Je ne suis pas venu ici pour discuter d'une remise de titres, n'est-ce pas, à un chef traditionnel. Je crois que nous avons des débats plus importants. Mais que ça se fasse au sein du Parlement, pour vous ne trouvez aucun inconvénient, aucun problème. Mais on peut vous remettre un titre n'importe où. Tout dépend de la solennité que vous voulez donner à ce titre. Il ne faudrait pas qu'on embarrasse les Camerounais pour venir parler, n'est-ce pas, de la remise d'un titre, n'est-ce pas, à un chef traditionnel dans une salle de banquet. Moi, je crois que nous avons des débats plus importants que nous devons, et je suis venu pour ces débats-là. Maintenant, si vous estimez qu'on devait lui remettre le titre dans son village, Amada, par exemple, par exemple, ou lui remettre le titre à Douala, mais moi, j'estime que tout dépend, n'est-ce pas, du contexte et de la solennité et surtout même des facilités qu'il y a à recevoir ce titre-là. Je crois qu'il a voulu que ses collègues de l'Assemblée nationale, les institutionnels, les autorités puissent assister, n'est-ce pas, à cette remise de titre. Donc je tiens... Et pas cette population. Je tiens à balayer cela d'un revers de la main, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'une intronisation, c'est une manipulation de l'honorable Nithieu. Et c'est regrettable pour un député. C'est très regrettable parce que le titre que vous avez, c'est-à-dire que si le chef de l'État, le Premier ministre vous donne un titre, vous pouvez le recevoir à la télévision Equinox, vous pouvez le recevoir chez vous, vous pouvez le recevoir même dans votre lieu de service. Donc pour moi, vraiment, c'est un débat clos. Alors, mais est-ce que dans le même sillage, les gens s'interrogent sur une cérémonie semblable qui s'est tenue au palais de l'Unité, où des jeunes ont mobilisé 40 millions de francs CFA pour aller soutenir la candidature de Paul Biya, président national du RDPC. Que cela se passe au palais de l'Unité, est-ce que ce n'est pas un problème? Plutôt qu'au siège du RDPC. Alors, je trouve que ce n'est pas un problème. C'est vrai qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, cette réserve-là, si c'était uniquement les militants du RDPC. Si c'était uniquement les militants du RDPC, je consens avec vous. Et je le confirme que ça pouvait se faire dans le parti. C'est tout à fait normal parce que les affaires du parti du RDPC ne doivent pas se retrouver au palais. Mais là, il s'agit, n'est-ce pas, d'un consortium de jeunes de toutes les régions qui soutiennent un candidat, qui se sont mobilisés. Oui, des qui est le candidat du RDPC. Il n'est pas seulement le candidat du RDPC, il est aussi le candidat des Camerounais. Nous n'avons pas que des militants du RDPC, nous avons des sympathisants, nous avons une masse critique même de personnes qui ne s'affirment pas politiquement, mais qui soutiennent le président Paul Biya. Et c'est une action que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt, parce que je crois que le président de l'OJRDPC, le président Auguste Essomba, que je salue, a fait le tour des régions pour faire la collecte des jeunes qui veulent à ce que le président puisse se représenter. Il ne faut pas voir en cela une sorte de bourgeoisie, comme j'ai vu les gens parler, comme si il y avait beaucoup d'argent. Non, c'est un symbole. Un symbole pour nous, dans le RDPC, pour nous les jeunes, de dire que nous voulons que le président Paul Biya reste là. Et pour montrer notre détermination à ce qu'il soit là, nous allons sortir l'argent de nos poches. Chacun a donné 5 000 par là, 10 000 par là, 25 000 par là, 50 000 par là, 100 000 par là, et ça a donné 40 millions. Sur les près de 2 500 000 jeunes que nous avons dans le RDPC, les sympathisants, il y a eu beaucoup de collectes. C'est seulement 2 500 jeunes. Hein? 2 500 jeunes. Dans le parti, presque. Donc, il y a eu beaucoup de collectes, seulement vous n'êtes pas informé. La prochaine fois, je prendrai le temps quand même de vous donner quelques tuyaux pour voir comment ça se passe opérationnellement. Il a fait le tour des régions, il a fait des collectes, il y a eu des dons, il y a eu des levées de fonds et c'est là arrivé à 40 millions. Je trouve même que c'est assez insignifiant pour le nombre de jeunes que nous sommes pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir le chef de l'État. Non, excusez-moi, en 2 petites secondes, je voudrais quand même dire une petite chose. Il faut quand même se rappeler que
les bâtiments administratifs obéissent à un régime juridique qui est colloqué à celui du service public. Et l'un des principes fondamentaux du service public, c'est la neutralité du service public. Et la neutralité du service public entraîne forcément la neutralité des bâtiments publics. Ce que je dis là, ça c'est le droit administratif. Il ne s'agit pas des incantations verbales qu'on peut venir se permettre de dire sur un plateau de télévision. En déduisant donc les conséquences de la neutralité du service public et partant de la neutralité de l'enceinte des bâtiments publics, il s'ensuit que toutes les opérations qui se passent dans un bâtiment public doivent être d'intérêt général. Une opération à caractère privé, parce que l'opération de collecte des fonds, ou même pas de collecte, l'opération de remise des fonds à un candidat potentiel est une opération privée, qui n'a absolument rien à voir avec le service public et qui ne devrait pas se dérouler à la présidence de la République. C'est pratiquement la même chose s'agissant que ce soit une distinction qu'on donne à un chef traditionnel dans un réfectoire du Parlement ou bien de l'Assemblée nationale. Le réfectoire du Parlement est un prolongement du bâtiment du Parlement. Ce qui veut dire que sur le plan juridique, il bénéficie des mêmes couvertures juridiques que la salle même des travaux de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, je voudrais... je voudrais juste... Je ne suis pas juriste. C'est un débat phénoménal, non, c'est un épiphénomène. Non, je ne suis pas juriste. S'il vous plaît, je suis... C'est un épiphénomène. Je ne suis pas juriste. Je fais précision avant de la parole. Oui. Bon, en réalité, ce n'était pas un sujet en débat. Oui. Parce qu'on aurait pu aller plus loin en interrogeant, par exemple... je vais dire ça comment, la façon dont l'argent a été remis, on a quand même vu que c'était remis dans un sac. Il me semble que lorsqu'on regarde le fonctionnement des institutions et on parcourt certaines règles, il me semble qu'on ne peut pas manipuler quand même 40 millions comme ça, 40 millions de francs CFA, d'espèces comme ça. Donc je ne voulais pas qu'on creuse cette affaire. S'il vous plaît, il ne faudrait pas banaliser cette affaire. Parce que j'entends parler et moi j'en rigole un peu. Parce qu'il a raison sur la neutralité du service public. Oui. D'ailleurs, c'est ce que moi on m'a appris à l'école normale. J'ai fait ce cours-là sur la neutralité du service public. Mais quand on parle de neutralité, le service public ne doit pas être partisan. C'est-à-dire qu'il ne doit pas montrer les effigies, les couleurs d'un parti politique. Mais il ne s'agissait pas d'un parti politique qui allait remettre un don, n'est-ce pas, au secrétaire. Mais c'est un candidat d'un parti, non? C'est le candidat d'un parti politique. Non, c'est le candidat, s'il vous plaît. C'est le candidat d'un parti. Ratiocination. Non, c'est là. Attendez qu'il finisse. Moi, je voudrais qu'on s'entende. Sur la neutralité du service public. Oui. La neutralité du service public, c'est que le service public ne doit pas être partisan, il ne doit pas agir aux couleurs d'un parti politique ou d'une idéologie. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais la présidente a été juriste, mais j'ai quand même la connaissance Les Camerounais peuvent se déplacer et aller remettre un don au chef de l'État. Il s'agissait... C'était pas au chef de l'État, au candidat de l'RDPC. Mais il est le chef de l'État. C'est au candidat de l'RDPC. Le président de tous les Camerounais. Et donc c'est pourquoi... Non, il ne faut pas manipuler le concept pour les manipuler. C'est le candidat de tous les Camerounais. Non, c'est le candidat de l'RDPC. Et vous avez jamais été mon candidat. Il a jamais été mon candidat. C'est votre droit. Mais le candidat des Camerounais... Alors, majoritairement, 11,28%. Voté par les Camerounais. Votre candidat venait avec 500 000 voix. On était à près de 1 500 000 voix. André était amical. On va pas rentrer dans ces... C'est un faux débat. C'est un faux débat. On va pas rentrer dans ces statistiques-là maintenant parce que ça risque de nous perdre. Vous avez dit que vous avez 2 500 000 jeunes. Presque. Je rappelle. Nos militants sont à 4 millions de jeunes. Je rappelle qu'en 2018, le président de la République, le candidat du RDPC a été élu avec 2 500 000 voix. Naturellement. Non, je vous dis que c'est pour dire que ces chiffres-là, si on commence à les manipuler, là, ça va être assez compliqué. Non, ce ne serait pas compliqué. Il peut y avoir des cas de force majeure. C'est-à-dire que les gens candidats du RDPC n'ont pas pu voter. Des cas de force. Alors, et maintenant, sur la question de la manipulation de l'argent, sur la question de la manipulation de l'argent en espèces, il y a un problème ou bien ça va? Tout dépend des modalités, n'est-ce pas, de don. On peut vous donner un virement, comme on peut vous donner... Dans le cas d'espèces, on a vu que c'est dans un sac, c'était l'argent en espèces. Mais il fallait bien que l'argent soit sécurisé dans un sac. Qu'est-ce qui fait problème? Il avait compris. Qu'est-ce qui fait problème? Il avait compris. Non, pas de problème. Il avait compris le débat. Je voulais comprendre ce qui fait problème. On remet l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes, ou par virement.
Quel est le problème? C'est les modalités il y a pas de modalités du don qui ont un problème. C'est un faux débat. Ah, d'accord, ok, on avance. Avançons maintenant vers un vrai débat. Oui. Ce vrai débat, c'est certainement la convocation du corps électoral. Maître Désiré Sikati, le collectif Maître Sylvain Swap a déposé, c'est une requête, c'est ça? Oui, au Conseil constitutionnel pour contester les questions. Là, je reprends les termes des journaux. Je prends Cameroun Tribune, je prends la Nouvelle Expression, je prends le journal Émergence, qui estime que le collectif Sylvain Swap conteste l'existence du corps électoral. De quoi s'agit-il exactement? Bon, déjà, il faudrait peut-être être précis pour rappeler que la requête a été déposée non pas au nom du collectif Sylvain Swap en son nom propre, oui, mais comme mandataire du président Maurice Kamto. Et ce n'est non plus une requête qui concerne le MRC. Donc le président Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, a introduit une requête dont j'ai pris connaissance comme un certain nombre de Camerounais qui s'intéressent à l'actualité. Et il s'avère que la requête tend à remettre en cause la convocation du corps électoral alors que ce corps électoral n'est pas au préalable déterminé. Et il s'agit, à mon sens, d'une question que je dirais, que je qualifierais de question précipielle, c'est-à-dire une question qui mérite d'être tranchée urgemment avant que le processus électoral aille à son terme par ce qu'on appelle les opérations de vote. Parce que, voyez-vous, le législateur a prévu, à travers l'article 80 du Code électoral, que la liste électorale nationale doit être publiée au plus tard, le 30 décembre de chaque année. Maintenant, on se retrouve dans un cas de figure où Elecam veut faire croire que la liste nationale qui est prévue par le Code électoral peut aussi être considérée comme les différentes listes détenues ou bien qui sont établies par les antennes communales d'Elecam. Or, il nous semble que si la volonté du législateur avait été de parler des listes communales, le législateur aurait bien spécifié dans la loi électorale, dans le code électoral, liste communale. Mais seulement lorsqu'on parle de liste nationale, de quoi s'agit-il? La liste nationale, c'est en fait une liste unique qui mentionne les noms de tous les électeurs. Cette liste-là doit pouvoir être consultée en temps utile par et les partis politiques et les différents électeurs, en tout cas toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Maintenant, j'ai entendu une fois le directeur général de l'Elecam dire que la liste électorale nationale, c'est l'ensemble des listes qui sont établies au niveau des démembrements communaux de l'Elecam. Que c'est en rassemblant toutes ces listes communales-là qu'on obtient la liste nationale. Sauf que, en raisonnant comme ça, on donne l'impression que le législateur qui a parlé de liste nationale était idiot. Parce que, voyez-vous, il y a plusieurs façons de lire une loi. Quand vous lisez une loi, vous pouvez la lire de façon littérale. C'est-à-dire, littérale, ça veut dire, vous vous contentez la lettre de ce qui est écrit et vous l'entendez tel quel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation littérale. Mais vous pouvez également rentrer dans une forme d'interprétation qu'on appelle l'interprétation téléologique. C'est-à-dire, vous cherchez à comprendre quelle était la motivation du législateur au moment de prendre cette disposition-là. Lorsque le législateur parle de liste nationale, premièrement, si on a un entendement humain, on ne peut pas donner l'impression qu'une liste nationale peut s'entendre d'une liste communale. Ce qui veut dire que le législateur, en parlant de liste nationale, voulait donner la possibilité aux électeurs d'avoir un support unique, facilitant la vérification de la régularité du corps électoral. Je vais prendre un exemple simple. Vous êtes à Douala, inscrit à Douala, peut-être à l'antenne communale de Douala 1er, et lorsque vous consultez la liste nationale, vous vous rendez compte que quelqu'un que vous connaissez et qui est à Garoua est inscrit sur la liste électorale alors qu'il est décédé. Ça, vous avez accès à cette information juste parce que vous avez un support d'information unique qui est devant vos yeux.
Par contre, si vous êtes amené à vérifier la régularité de la liste en prenant en compte seulement la liste communale, vous n'aurez pas accès à l'information concernant les électeurs irrégulièrement inscrits dans les autres antennes communales. Donc je pense qu'en fait, la publication de la liste électorale nationale était motivée par un souci de transparence, un souci d'équité et même d'équitabilité entre les acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, on vous donne l'impression, certains d'autres communicants du RDPC ont même estimé qu'en fait, les partis politiques pouvaient consulter les listes électorales au niveau communal à travers leurs représentants dans la commission, dans les différentes commissions. Sauf que le législateur n'a pas prévu qu'il n'y a que les partis politiques qui peuvent avoir accès aux listes électorales. Même un électeur a le droit de consulter la liste nationale et de faire une requête, par exemple, à l'ECAM, s'il constate qu'il y a une irrégularité sur l'enregistrement d'un électeur. Alors, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que dans pratiquement tous les pays démocratiques, la liste électorale est mise à la disposition de tous les partis politiques. D'ailleurs, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on communique une copie numérique de la liste électorale. L'autre problème que pose la convocation du corps électoral sans que le préalable de la détermination du corps électoral soit réglé tient de ce qu'au cours de l'année électorale, il y a des Camerounais qui ont été enrôlés entre le 1er janvier et le 11 juillet 2025, date de la convocation du corps électoral. Or, nous savons que d'après les usages des LECAM, c'est après la clôture des opérations d'enrôlement, en temps normal au plus tard le 31 août, que l'ECAM procède dans l'intervalle du 1er septembre au 31 décembre de l'année en cours aux vérifications et pour que les enrôlements deviennent des inscriptions. Lorsque le corps électoral est convoqué, personne ne sait quel est le sort juridique, la situation juridique des personnes enrôlées entre le 1er janvier 2025 et le 11 juillet, du moins jusqu'à l'heure de la convocation du corps électoral. Donc ça, c'est des questions principielles, fondamentales, qu'il va falloir régler. Et quelle que soit la façon dont vous interprétez l'article, le code électoral, que ce soit une interprétation que j'appelle même texte unique, que ce soit une interprétation téléologique, je pense que la conclusion à laquelle on en revient, c'est qu'il y a un véritable problème. Un véritable problème. D'accord. Il y a une volonté manifeste d'instrumentalisation de l'article 80 du Code électoral. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait empêcher aux Camerounais d'avoir une idée sur le contenu exact du fichier électoral. Mais avant de donner la parole aux autres, je voudrais vous poser une question. Maintenant que le Conseil constitutionnel est saisi, qu'est-ce que ce collectif attend de façon concrète du Conseil constitutionnel? Bon, déjà, Duval, il faut savoir qu'au terme de, je pense, c'est l'article 3 de la loi de 2004, qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel, et lequel article est d'ailleurs repris par l'article 48 de la Constitution du Cameroun. Le Conseil constitutionnel a une de ses missions, consiste à contrôler la régularité du processus électoral. Oui. Et un processus électoral commence par l'inscription sur la liste électorale et se termine par la proclamation des résultats. Donc, en l'état, la saisine par le président Kamto du Conseil constitutionnel vise à amener ce Conseil constitutionnel-là à se prononcer sur le corps électoral, à préciser à l'attention des Camerounais quel est le corps électoral qui a été convoqué.